الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Je vous rappelle que c'est toutes les semaines, du lundi de 4h à 5h, ou de 16h à 17h, l'émission Retour Arabe, Retour Arabe, qui n'est pas qu'une émission, qui est aussi un site internet, café linguistique et beaucoup d'autres activités dans la ville de Toulouse, avec moi-même, avec votre ami, votre frère, votre cousin, Salim Ben Abderrahman, journaliste culturel. Donc par rapport à cela, et on parle toutes les semaines d'un thème nouveau. Donc des fois c'est la famille, des fois c'est le voyage, et tout cela pour découvrir cette culture, la culture arabe, avec énormément de retours historiques, de choses intéressantes. Et donc voilà, donc c'est intéressant de pouvoir en discuter, pouvoir voir. Et le thème de cette semaine, ce n'est pas un thème anodin, c'est un thème très important, très oublié malheureusement aussi, c'est El Andalus. Le thème, c'est l'Andalousie. Donc voilà, on a tendance à dire l'Andalousie, c'est une région en Espagne, mais en fait, ça porte le nom d'un pays qui était beaucoup plus grand à l'époque, qui s'appelait Al-Andalus, qui aujourd'hui regrouperait le Portugal, l'Espagne, le sud-ouest de la France. Donc, et c'est un pays qui a énormément influencé. Donc c'est un peu l'équivalent de la Grèce antique, pour ceux qui s'intéressent énormément à l'histoire. Donc voilà, El Andalus, c'est un pays assez merveilleux, assez incroyable, le paradis perdu, certains le nomment de cette façon. Donc c'est pour dire à quel point on doit des choses à ce pays-là. Et il a énormément influencé notre vie aujourd'hui quotidienne, on va essayer de le démontrer. Donc par rapport à ça, il y a déjà premièrement cette dichotomie entre le mot Andalousie, Andalusia, en espagnol, Andalusia, et Al-Andalus. Al-Andalus. Il y a une histoire assez particulière pour ce pays, c'est-à-dire que quand les Arabes sont arrivés en Europe, ils sont arrivés dans un pays nordique. Donc c'était les Visigoths qui commandaient, pour eux c'était un pays nordique, comme aujourd'hui on arriverait en Suède ou au Danemark, pour les Arabes. Donc ils ont appelé ce pays l'Andalus, qui est Bilad el-Handel. El-Handel, c'est les gens du Nord, tout simplement, el-Handel. Quand vous entendez parler de ce mot, c'est encore un nom de famille qui est encore utilisé, Handel, qui est encore, certaines personnes l'ont, ce patronyme. Donc voilà, c'est Bilad el-Handel, c'est le pays des gens du Nord. Donc déjà à la base de ce pays, c'est un mélange en fait entre arabe et latin, entre arabe et gens du Nord, et peuplades du Nord. Et après, tout se construit autour. Donc il y a beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes autour de ce pays. Il y a un côté assez puissant. C'est-à-dire que de la richesse de l'autre, le fait de s'enrichir, d'aller vers l'autre, permet de s'enrichir, de se développer. Voilà, donc en restant soi-même et en restant qu'avec soi-même, on n'avance pas. C'est vraiment l'autre qui nous enrichit. Et donc des créations de pays en sont le symbole. À chaque fois que les Arabes arrivent dans un pays, ils se mélangent à la population, ils transforment la population, ils se mêlent à la population. Et de cette richesse-là, au Moyen-Âge, était aussi un des vecteurs de la puissance de ce peuple qui a tant fait parler de lui et à qui on doit beaucoup de choses. Donc voilà. Et Al-Andalus, donc le pays des gens du Nord, était justement cette spécificité. Donc au sud, les Arabes ont installé leur grande ville dans le sud de Al-Andalus, qui est, je vous le rappelle, le Portugal, l'Espagne, le sud-ouest de la France. Donc la grande capitale, c'était Cordoue. Et après, il y a eu Ishbilia, Séville, et il y a eu Grenade, bien sûr, Granada, qui on doit la Grenade, d'ailleurs, c'est le même mot. Et les villes du nord étaient sous administration, mais les Arabes préféraient le sud pour sa chaleur, pour son côté chaleureux. Et donc, la ville de Cordoba, de Cordoue, était la capitale du Maghreb arabe, ce qu'on appelait le Maghreb al-Arabi. Cette région, le Maghreb al-Arabi, comprend la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, et l'Espagne et le Portugal et le sud-ouest de la France. Donc toute cette zone-là, en fait, la capitale, ce qui centralise tout ça, c'était Cordoba. Et donc aujourd'hui, on a trop tendance à l'oublier, à se focaliser en disant le Maghreb, c'est seulement les 3 pays du nord de l'Afrique, mais c'était aussi et surtout là où il y avait sa capitale, donc l'Andalousie, l'Andalus. Donc voilà, c'est pour ça que les Maghrébins, contrairement aux Orientaux, il y a eu une perte de capitale, une perte de grandeur. Par exemple, quand on va chez les Égyptiens,
au Caire, El Qahira. On retrouve des grands monuments immenses et spectaculaires au Caire. Et c'est parce que les Égyptiens n'ont pas été, comment dirais-je, ont gardé leur capitale. À Bagdad également, notamment le quartier, il y a un grand quartier à Bagdad où vous avez énormément de tombeaux, de mausolées, de constructions très anciennes qui sont spectaculaires. Donc voilà, à Syrie, en Syrie, à Damas aussi. Mais le Maghreb, malheureusement, a souffert de la perte de Al-Andalus, de ce pays-là, de l'Andalousie, et donc de la perte de ses capitales, et donc de ces grandes constructions administratives qui constituaient les capitales et qui permettaient de gérer tout ça. C'est pour ça que les Maghrébins euh, ont quelques grandes villes très bien construites, mais n'ont pas ce côté, ces grandes capitales, parce qu'elles ont été perdues tout simplement. Il faut vraiment aller en Espagne, au sud de l'Espagne, pour voir des petites bribes de ces capitales. Aujourd'hui, la Mesquisa de Cordoba, la Giralda de Séville et bien sûr l'Alhambra de Grenade en sont des exemples. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui était construit et avant la destruction de ce pays qui était Al-Andalus. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette grande nostalgie chez les Maghrébins d'un pays aujourd'hui qui est inachevé. Voilà, aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont des pays inachevés parce que dans leur essence même, dans leur construction même, il leur manque leur capitale qui était Cordoba. Voilà, cette mentalité, on ne la retrouve pas en Égypte, en Syrie et en Irak, qui sont des pays de civilisation, de grands pays qui ont gardé leur capitale. Et donc tous les monuments et tout l'aspect culturel qu'il y a autour. Et ça, c'est quelque chose qui est trop oublié. On passe à côté. Donc on se dit l'Espagne, c'est un pays latin, chrétien, le Portugal également. Et on oublie tout ça. Donc on se dit les Maghrébins, pourquoi ils ne s'organisent pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc il faut aller au-delà de l'alphabet et de la civilisation pour comprendre les cheminements historiques. Et c'est très passionnant. Donc on retrouve un peu le pourquoi du comment de cette région qui s'appelle Maghreb al-Arabi, le Maghreb arabe. Donc c'est vraiment pas mal. On revient juste après. Je vous lance une musique qui est très jolie d'ailleurs, qui a un style un peu andalou. Et on parle après du style andalou, qui est vraiment pas mal. C'est une musique de Amr Diab, Nour El Ain. Et voilà, donc il s'est vraiment inspiré, c'est un Égyptien qui s'est énormément inspiré de ce style un peu andalou. Et ça a donné quelque chose de vraiment pas mal. On se retrouve juste après sur Booster FM 89.1 avec moi-même pour l'émission Rojo Arabi, Retour arabe. Al-Rojo Arabi, ma'a Salim, Retour arabe avec Salim. Et on continue sur Booster FM 89.1 pour l'émission Rojo Arabi, Retour arabe avec votre cousin, votre frère, votre ami, votre pote Salim Ben Abderrahman, journaliste culturel, qui est là pour vous faire découvrir la culture arabe et toute sa mentalité, toutes ces choses qui sont, voilà, son esprit, l'esprit arabe, l'uruba, comme on dit. Donc toutes ces choses-là sont d'une puissance inouïe, sont très profondes. Et à Toulouse, on est vraiment proche de cet esprit-là parce qu'on est dans le souvenir de Al-Andalus, ce pays, ce paradis perdu qui est Al-Andalus. Donc énormément de choses ont tourné autour de Al-Andalus dans ses comment dirais-je, histoires, dans ses pensées. C'est une influence qui est énorme, si vous vous en rendez un peu compte, dans les ballades et autres. Après, il faut savoir que l'histoire de l'Andalous, elle est spécifique. Par exemple, on a énormément le rapport entre les gens et d'une puissance sans nom. Il y a ce côté où un peuple venu du désert, donc qui n'a rien, qui est pauvre, arrive dans l'Europe. L'Europe fertile, l'Europe développée. Et ce côté, cette mentalité, cet esprit de corps, fait que les gens ont été séduits. C'est-à-dire que c'était même devenu à la mode. S'arabiser, devenir un arabe, c'était devenu à la mode. Un Européen qui parle arabe, il se piquait à parler arabe. C'était quelque chose de soigneux, de raffiné, d'élégant. Euh, et l'Andalus doit beaucoup à ça. On a cet esprit-là aussi à Bagdad, en Irak, en Égypte. Mais dans le pays d'Al-Andalus, l'Espagne et le Portugal, le sud-ouest de la France, du côté média, on a en plus ce côté raffiné, ce côté charmant. Donc incarné à Toulouse par les troubadours, Tarabadour aussi. Donc c'est assez puissant et ça a valu aussi énormément de jalousie.
Il y a eu énormément de jalousie dans le pays d'Al-Andalus. C'est un pays prospère, mais un pays aussi qui a beaucoup souffert des rapports de force. Déjà entre Arabes et Maouladi, et Métis. Donc entre les Arabes, les Métis, ça n'allait pas. Entre les latinisés, les arabisés, les latins arabisés, les latins convertis à l'islam, ça n'allait pas aussi. Donc il y a eu, c'est vraiment très intéressant au niveau du rapport idéologique entre les gens. Donc on a eu énormément de choses de ce type et on en voulait au début, euh, on en voulait aux Arabes d'accaparer le pouvoir. Si bien que ces derniers ont dû prouver par la force qu'ils étaient dignes de vivre à l'Andalus, le pays qu'ils ont forgé. Donc c'est toute une histoire passionnante. Et aujourd'hui, on doit le mot Espagne au mot esclavon. Un espagnol, Espagne, c'est le mot esclavon. C'est les esclaves, mais ça n'a pas le même sens. Plutôt euh, miliciens, on va dire, amenés de Yougoslavie notamment, de Croatie et autres, pour servir les émirs. Et ces derniers ont repris le pouvoir, aidés par les peuples du Nord qui voulait vraiment prendre les pays d'Al-Andalus. Donc ce rapport-là a donné l'Espagne aujourd'hui. Et c'est synonyme de cette histoire-là. Synonyme de cette histoire-là qu'on retrouve dans la langue et autres. Mais pour revenir au pays d'Al-Andalus, donc, il faut savoir que les Arabes de l'époque s'inspiraient énormément du compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Ali. Ali. Donc Ali était quelqu'un d'une très grande science et d'une puissance au niveau des paroles qui était redoutable. Donc ils s'inspiraient beaucoup de lui pour avancer. Il leur donnait énormément de force, une force morale. Et ça, c'était très intéressant parce que les sages étaient des gens qui agissaient aussi à l'époque. Donc aujourd'hui, on a l'habitude de parler à un sage et de le laisser dans son coin de sage. À l'époque, le sage, c'était celui qui donnait le là pour avancer. Et il prouvait ce qu'il disait. C'est-à-dire, il parlait, mais il avait les actes aussi. Sinon, il ne parlait pas. Et ça donnait un certain charme qui faisait que le peuple suivait en entier et qu'on se rappelait de cette personne. Donc c'est le cas de Ali, par exemple. Donc la phrase mieux vaut être seul que mal accompagné, on le doit à Ali. Donc c'est très populaire en France. Donc voilà, c'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui lui-même a avoué s'être inspiré de l'imam Ali pour cette citation et pour d'autres. Donc c'est assez intéressant. On a aussi des contingents, une organisation de Al-Andalus. Les Arabes étaient très organisés. C'était une organisation sans faille. Et ils respectaient leur organisation. Donc la clé du succès est souvent dans le respect de l'organisation. Et d'autres gens diront que l'organisation est la moitié de la réussite. Donc il y avait plusieurs branches. Il y avait les deux grandes familles, c'était les Hijazi, les gens originaires du Hijaz, de la Mecque, et les autres, les Yéménites, les gens originaires du Yémen. Donc, c'était juste géographique. C'était tous des Arabes, l'esprit arabe était le même, mais géographiquement, voilà. Il y avait une part un peu plus de noblesse chez les Hijazi, les gens de la Mecque, parce que le prophète est de la Mecque et parce que les très grandes familles sont de là-bas. Mais dans le fond, c'était pareil. Donc les deux étaient un peu divisés, et il y a eu une évolution de ces derniers, notamment des Hijazi, qu'on a appelé après les Syriens, qui se sont syrianisés, qui ont vraiment pris leur socle d'explosion, enfin d'avancée en Syrie. Et, euh, et donc, à partir de là, ils étaient très bien organisés à partir de Damas et ils se sont beaucoup inspirés de Damas pour Al-Andalus. Et encore aujourd'hui, pas loin de Toulouse d'ailleurs, au-dessus de Madrid, toute la zone un peu désertique porte le nom de Soria. Souria. Donc ça s'appelle la Syrie. Ils l'ont nommé affectivement par rapport à leur pays d'origine, la Syrie. Et c'est assez incroyable parce que le drapeau d'Extremadura, d'une région entière de l'Espagne, comme Andalusia, Extremadura, c'est le drapeau syrien. Pas le drapeau syrien du parti basse, mais le drapeau syrien de l'indépendance syrienne. Donc on retrouve le vert et blanc. Là aussi, sur le vert et blanc, c'est très important parce que c'est la couleur. Dès que vous voyez un drapeau qui possède le vert et blanc comme symbole, vous avez le blanc qui est la pureté et le vert qui est la verdure. Les Arabes étaient des gens qui fantasmaient la verdure parce qu'ils viennent du désert le plus aride. Donc on retrouve ces deux-là qui symbolisent les Omeyyades,
la plus grande dynastie arabe, celle des Omeyyades, les Omeyyades, et ce développement-là arabique. Donc dès que vous voyez le vert et blanc, on a affaire à une mentalité arabique très puissante, très originelle et très pure dans l'idéologie. Donc on retrouve le vert et blanc dans la couleur de Andalusia, qui a été remis au goût du jour par Blaise Infante, un Espagnol converti à l'islam, andalou, qui a été tué sous Franco. Donc ça parlerait à beaucoup de Toulousains, ça. Et on lui doit le retour à la modernisation du drapeau andalou dans l'actuelle Andalusia. Et on le voit aussi dans le drapeau algérien, aussi le vert et blanc. Donc, mais sur le côté. Alors, il y a eu un grand débat pour la conception du drapeau algérien à l'époque de Messeli Haj. Ils avaient le choix soit de le mettre comme celui de l'Andalousie actuelle, comme celui de Al-Andalus avant, ou soit de faire une variante. Et c'est la variante qui a été utilisée politiquement. Donc voilà, dans le drapeau algérien, c'est le vert et blanc, mais sur le côté, alors qu'il y a eu un débat pour le mettre totalement de manière andalouse à la base. Nous, à Retour Arabe, on utilise le drapeau de Al-Andalus, d'ailleurs, des Omeyyades, qui est le symbole aussi du journal, qui est le symbole du média Rujou Arabi. Retourarabe.com, c'est le symbole de Al-Andalus. Donc voilà, et après, ça pousse à énormément de choses qu'il faut étudier plus en détail et découvrir aussi toutes les ramifications qui font que les gens restaient fidèles à leur organisation, à leur pays, à leur mentalité, à leur idéologie. Et donc, ça donnait quelque chose d'assez spectaculaire. On revient juste après pour l'influence de Al-Andalus aujourd'hui. Après, ce que je dis aussi, il faut aussi remettre ça dans son contexte. Donc, c'est des choses très, très profondes et très immenses que je vous donne. C'est juste, une matière, une matière à entrer, en fait, dans cette science. Donc, voilà, c'est vraiment une information très vague dans les grandes lignes du sujet. Donc ne le prenez pas comme quelque chose de profond, c'est vraiment dans les grandes vagues. Si vous voulez plus approfondir l'étude de Al-Andalus et des autres sujets qu'on aborde dans l'émission Retour Arabe, n'hésitez pas à rentrer dans cette littérature. N'hésitez pas à aller voir les auteurs, ceux qui ont vraiment travaillé et construit et écrit des ouvrages immenses sur la question. Donc voilà, donc c'est vraiment dans de très grandes lignes qu'on aborde ces sujets-là. Et je vous laisse après vous épanouir à découvrir de manière plus profonde tous les sujets, le mawdou'at dont on parle. On revient juste après pour l'influence au niveau de notre époque aujourd'hui et à l'international de Al-Andalus. Après ce magnifique chant qu'on doit d'ailleurs au Bosniaque. Donc c'était voilà, c'est un chanteur bosniaque qui est très connu en Bosnie. Il s'appelle Burhan. Et il chante merveilleusement bien une chanson pour la Palestine qui rappelle beaucoup le paradis perdu. Donc les Arabo-Andalous sont un peu les Palestiniens du Moyen-Âge. Et là, on a le lien qui est vraiment bien fait parce que voilà, beaucoup d'Espagnols sont d'origine un peu des esclaves de Yougoslavie amenés par les émirs. Donc là, on a le lien qui est vraiment pas mal. Et la Bosnie, on a souvent envie de dire que c'est un peu le Al-Andalus d'aujourd'hui, puisque c'est un pays européen musulman, avec une grande tradition culturelle. Donc je vous laisse avec cette magnifique chanson. On se retrouve juste après sur Rujou Arabi, Retour Arabe, et Booster FM bien sûr. Al-Rujou Arabi ma'a Salim, Retour Arabe avec Salim. Et on continue sur l'émission Retour Arabe, Rujou Arabi avec moi-même, votre frère, votre ami, votre cousin, votre ami de longue date, Salim Ben Abdelrahman, journaliste culturel à Toulouse, pour parler culture arabe, monde arabe, influence arabe, qu'est-ce qui nous vient des Arabes et vers où on va. Mais cette musique est vraiment magnifique, ce chant repris, c'est une chanson palestinienne très ancienne, et qui dit où est el Malayin, où est la fierté arabe, où est l'honneur arabe quand des Arabes se font tuer, quand des Arabes se font bombarder, où sont les millions. Donc c'est la qualité qui prime sur la quantité. Et malheureusement de nos jours, les Arabes sont nombreux, mais cette fierté arabe, cet honneur arabe, Win, où est-il quand on voit des choses qui se passent aujourd'hui. Et c'est quelque chose de terrible. Une grande bataille qu'il y a eu à Al-Andalus, pas contre les royaumes chrétiens, mais entre Al-Andalus. C'était, à un moment donné, il y a eu une grande jalousie qui s'est faite contre les Arabes, justement. C'est-à-dire que les Maouladis, les métis,
les métis et latins arabisés se sont liés, en fait, soutenus par l'étranger, contre, contre la puissance arabe. Disant pourquoi c'est que les Arabes qui ont le pouvoir, pourquoi c'est toujours un émir, le fils d'un autre émir, ça reste des familles qui tiennent toujours le pouvoir. Et donc ils se sont liés pour faire un immense coup d'État. Ça s'est passé dans le sud de Al-Andalus, la région de Grenade, Granada, et ils ont attaqué comme ça toutes les familles arabes. C'était du racisme donc. Et les familles arabes se sont regroupées en clans et sont montées dans l'Alhambra, Al-Hamra, qui n'était à l'époque pas un grand château resplendissant et raffiné, mais qui était une forteresse pour protéger la ville de Grenade. Et donc les Arabes se sont cachés dans le château, et ceux qui leur voulaient du mal ont entouré le château, pas loin de la Sierra Nevada, autour, pour leur dire de se rendre et de rendre le pouvoir. À ce moment-là, c'est joué en fait une joute verbale, de poème à poème, comme le veut la tradition arabe très ancienne. Donc un homme écrit un poème, et l'homme de l'autre camp réplique avec un autre poème en rime. Et ça fait déjà partie du combat psychologique. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça les médias. Et dans le combat entre le Venezuela et les États-Unis, par exemple, où les médias de chaque côté font une sorte de joute verbale. Mais à l'époque, c'était des poèmes. Donc, et il y a eu un poème d'une puissance rare, en fait, qui a énormément donné de courage. Il faut que je retrouve ce poème. Et donc, il disait tout simplement, en parlant des Arabes, vous avez vu des hommes monter à l'Alhambra, vous allez voir des lions redescendre. Et dès qu'il a dit cette phrase, ça a donné un courage énorme à tous les hommes qui étaient montés dans la forteresse, et ils sont redescendus d'une manière très énervée. Et donc, ils ont eu une grande victoire. Et une victoire tellement puissante sur leurs détracteurs que le fait arabe n'a plus jamais été remis en cause dans le pays d'Al-Andalus, même après la Reconquista. C'est-à-dire que même aujourd'hui que le pays est chrétien et latin, l'arabi, el fuerte arabi, c'est encore quelque chose de fort chez les gens, grâce à cette bataille-là, en fait. Elle est restée dans les mémoires, grâce à toute la poésie qui entourait cette bataille. Donc, c'était d'une puissance rare, et la victoire aussi était d'une puissance rare. Donc, le fait arabe a été anobli, on va dire, a été de manière chevaleresque, et les gens l'ont énormément accepté et apprécié. Et on retrouve cet esprit, l'arabe fort, dans tous les pays de culture hispanique et portugaise aussi. Donc, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs grâce à cette bataille, en fait. Cette bataille de jalousie qui a voulu vraiment chasser les Arabes. Voilà, donc c'était un très grand moment. Et, euh, et donc, énormément de choses ont influencé. Al-Andalus, c'était l'amour courtois, c'était plein de choses très belles. Donc, et on doit aussi énormément aux sciences actuelles, aujourd'hui, en 2017, à Toulouse, ou partout dans le monde, l'influence de la médecine. L'influence de la médecine, la cautérisation des artères. C'est une invention de Sheikh al-Zahraoui, donc à Cordoba, qui était le grand médecin de Cordoue. On lui doit la cautérisation des artères. Et ça, c'est quelque chose qui était d'une puissance rare. Et dans son canon de livres, il a justement décrété, il a mis un certain nombre d'ustensiles. Et beaucoup de ces ustensiles sont encore aujourd'hui utilisés dans la médecine moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais à l'hôpital de Purpan ou je vais n'importe où, je vais trouver n'importe quel hôpital, je vais trouver des ustensiles inventés par Sheikh al-Zahraoui et qui sont encore utilisés de nos jours. Donc, on doit quelque chose d'une influence très 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 forte de cette culture-là. Dans les relations entre personnes, c'est là où c'est le plus intéressant. Ce n'est pas pour rien que la série Game of Thrones, série américaine, se prend beaucoup de Al-Andalus dans ses rapports à l'autre. Les peuples du Nord qui envahissent, les barrières à construire, tout ça, c'est du Al-Andalus à peine voilé. Donc on a ce rapport-là très fort. Il y avait aussi le jeu vidéo Zelda de Nintendo, qui prend énormément de Al-Andalus. Et c'est pas pour rien que les concepteurs japonais ont utilisé l'épée de Link, le héros de ce jeu qui s'appelle Zelda. L'épée de Link, c'est l'épée de Boabdil. Abu Abdillah, c'est son épée.
C'est l'épée royale du dernier roi de Grenade, de dernier émir de Grenade, au sud de l'Espagne. C'est son épée qui est ornée, qui est l'emblème un peu de ce jeu qui s'appelle Zelda. Et on le doit dans énormément d'influences autour de nous. Cette histoire-là, moi je vous invite beaucoup, beaucoup à aller visiter l'ancienne Al-Andalus. Ce n'est pas que Andalusia, c'est aussi Toledo. Toledo, moi bientôt sur Retour Arabe, vous allez voir un magnifique reportage sur Toledo qui a été fait, que j'ai fait avec mon frère et ami Saif Berak, à qui je passe une grande dédicace et un grand salam alaikum. Donc on a fait un reportage magnifique à Toledo et vous allez le voir sur retourarabe.com et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Et toute cette influence, c'est vraiment quelque chose de puissant aujourd'hui dans les relations internationales et les relations nord-sud. Aujourd'hui, quand on voit le rapport entre les discussions entre le Venezuela et l'Espagne, les brouilles qui existent, c'est aussi de Al-Andalus. C'est ce rapport-là aussi, très fort. Le Maroc aussi, qui se positionne comme un royaume à l'intérieur de l'Espagne, c'est aussi, parce que le nord du Maroc, il y a deux villes espagnoles, et au sud, il y a les Canaries, José Canaries autour. Donc le Maroc aussi, comme royauté, se positionne un peu dans cette optique-là. L'Algérie, de manière beaucoup plus puissante, grâce à son drapeau et son histoire révolutionnaire, se positionne complètement dans cette optique-là. C'était même une blague du président algérien. Je dis l'ancien président. Et donc c'était de rajouter sur le drapeau la Ghaleb. Allah Ghaleb, il n'y a que Dieu qui décide. Et la Ghaleb, c'est une expression algérienne qui vient de Al-Andalus, qui vient de Wala Ghalib illallah, qui veut dire il n'y a de victorieux que Dieu. C'était la devise des rois nasrides, des derniers rois de Grenade, donc de ce fameux Abu Abdillah. Et c'est une expression qui est reprise énormément en Algérie. Donc, et ça vient de là. Donc ça a failli être, comme blague, comme boutade, posé sur le drapeau algérien, qui n'aurait pas déplu d'ailleurs. Et donc, voilà, on doit beaucoup à l'espace de l'ancienne Al-Andalus, mais aussi dans tous les rapports nord-sud. Donc ça, c'est quelque chose de primordial à se rappeler. Et beaucoup de gens étudient l'histoire de l'Andalus pour mieux avancer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, notamment sociologiques. Ça, c'est quelque chose d'inspiré. Et voilà, je vous invite tous à le faire. Et à Toulouse, on est normalement dans le nord de l'ancienne Al-Andalus. Donc normalement, on devrait être quand même proche de cette histoire et un peu en avance. Donc à revoir d'autres émissions sûrement sur Al-Andalus à l'avenir, Inch'Allah. Donc voilà, je vous laisse avec un magnifique... ici, on se retrouve juste après pour la partie en arabe classique, l'Arabi al-Fusha, avec un magnifique poème posé en chant maintenant, qui s'appelle Jaddek el-Raïs. Donc c'est un style de poésie spécifique qu'on doit à Al-Andalus, surnommé Rabi' Cordoba, le printemps de Cordoue. Donc un style poétique, il y avait énormément de choses qui ont été inventées. Les Andalous, les Arabo-Andalous étaient des gens très ingénieux. Ils inventaient des choses incroyables. Donc le premier homme qui vole d'ailleurs, Ibn Farnas, c'est un Arabo-Andalou. Donc il a sauté du minaret de Cordoue et il a volé sur plusieurs centaines de mètres. C'est le premier homme à avoir volé. Voilà. Et la technique de Ibn Farnas a été reprise par un ingénieur français il y a quelque temps à Dubaï. Et avant, il faisait aussi pas mal de choses. Et l'aile volante. Donc l'aile volante, où il a rajouté des réacteurs pour vraiment voler, c'est vraiment une inspiration au niveau du vol de Ibn Farnas. Donc on a les mêmes dispositions. Donc c'est incroyable que ça a été repris 1000 ans plus tard. Malheureusement que 1000 ans plus tard. C'est pour vous donner un peu l'originalité de la civilisation arabe par rapport à d'autres civilisations. Donc je vous laisse avec ce magnifique poème que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, de Al-Andalus. On se retrouve après pour la partie en arabe classique, Inch'Allah. Et je vous rappelle, mercredi de 18h à 19h, le café linguistique à Ombre Blanche avec moi-même comme animateur pour faire de l'arabe classique pendant 1 heure à Toulouse, au centre-ville. Donc venez nombreux et invitez vos amis, écoutez, apprenez des mots, des expressions en arabe classique. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc voilà, on se retrouve juste après, Inch'Allah, et à tout à l'heure. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. أهلا وسهلا بكم. نحن هنا في
برنامج رجوع عربي غدوة غاب معي مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن في مدينة سلوج شمال الأندلس القديم. والآن الموضوع في هذا الأسبوع هو الأندلس. كل الناس ينسوا وقت الأندلس، وهو كان وقت جميل جدا ووقت قوي جدا، وقت العرب الحقيقيين، وقت العرب في بداية العرب، بداية الحضارة يا أصحاب الحضارة. وبلاد الأندلس هو كان بلاد بلاد العلاقة، بلاد يعني العرب يصبح رجلا ويصبح الناس الذين صنعوا حضارة عالمية وحضارة منشورة في كل العالم. وحتى الآن الناس يشاهدوا بما فعلوا العرب من ذلك الوقت. البلاد الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، والآن إسبانيا وبرتغال وجنوب فرنسا أيضا، كلهم كانوا من الأندلس، وعاصمتهم كانت قرطبة كانت عاصمة المغرب العربي. والآن الناس يقولوا المغرب العربي هو فقط تونس، الجزائر والمغرب الأقصى، لكن لا، كان أكثر من ذلك. المغرب العربي كانت عاصمته قرطبة، كانت الأندلس، والآن برتقال أيضا كان فيها. كل جزيرة إيبيرية كما يقول، جزيرة إيبيرية كانت بلاد الأندلس. والأندلس هي بلاد الهندل، والهندل هم الناس من الشمال، يعني تقول الهندل الناس من الشمال، كما الآن تقول أصحاب دنماركي، أصحاب إنجليزيا، أصحاب السويد، أصحاب ألمانيا. والآن كانت في ذلك الوقت الأندلس بلاد الهندل هم الناس من الشمال. والأندلس هي علاقة، وهي بلاد عربي ويجمع الناس من كل المكان ومن كل الأديان أيضا. والناس يقولوا الأندلس كانت فيها اليهود، المسيحيين والمسلمين يعيشوا بالسلام. نعم، لكن الناس لم يكونوا يقولوا أنت يهودي، أنت مسيحي، أو أنت مسلم. لا، كانوا يقولوا أنا عربي واحترم باحترام عربي، أو هو رومي مستعرب. كان العربي والمستعربي. وحتى الآن في مدينة طليطلة الناس يتكلمون باللغة المستعرب مزاربي. ولازم الناس يعرفوا قوة الحضارة العربية. كانت مثلا العرب يتكلمون إلا بتاريخهم، ليس يقولوا كما الآن يقولوا بالتاريخ الرومي وبالتاريخ العربي. لا، في ذلك الوقت كانوا يتكلموا إلا بتاريخهم وبلغاتهم، كانوا يحترموا بالكتاب. وفيهم كان صنعت من صغورهم الضمير العربي. كان عربي يفرح ويكتب إلا بلغته ويفرح بلغته، الضمير العربي. والكتاب، كم من الكتب. كانت لغة العلم هي العربية، ولغة الحب أيضا هي العربية. والناس كانوا من كل بلاد في أوروبا وفي العالم كله، حتى في إفريقيا وفي آسيا، ينتقلوا إلى الأندلس ويفرحوا بعربية جميلة، بلغة عربية طيبة، والحب، العلم وكل أشياء. كان الشاعر أندلسي يقول الأشياء الجميلة في كل العالم هو وجه جميل بكلمة جميلة. هذا الأشياء هو الأكثر جميل في العالم كله. وحتى الآن تشاهد بواحد بوجه جميل وكلمة جميلة وتفرح، يدخل في القلب طبعا. وأصبحت أيضا غيرة كبيرة جدا بين العرب المستعربين، الناس الآخرين. وحتى أصبحت منظمة في المغرب الأقصى الآن في صحرائها باسم المرابطون. كثير من الناس يقولوا المرابطون كانوا الناس بدين، كانوا الناس يحترموا بالإسلام
ويتمشوا بالإسلام. هذا غلط، غلط كبير جدا. المرابطون كانت نظام فسدي، ودخلوا في الأندلس، وكانت من تحت من تحت علاقة كبيرة مع الروم الشماليين ضد العرب وضد العرب الأندلسيين. وهذه كثير من الناس لم يعرفون العلاقة مثلا بين ابن تشفين وألفونسو ضد العربي الشريف أمير المعتمد، أمير إشبيلية رحمه الله. كان أجمل من الناس وأطيب من الناس أمير إشبيلية، وأصبحت غيرة ضده غيرة من ابن تشفين، كان غير منه، وعمل علاقة مع ألفونسو ضده وضد العرب كلهم في بلاد الأندلس. وهذه غيرة كبيرة. لازم العرب بكتابهم وبفكرتهم يعرفوا ما هو، كما قال جمال عبد الناصر، لازم العربي يعرف ما هو الصديق وما هو العدو. لازم العربي يعرف. وفي ذلك الوقت في آخر الوقت الأندلسي العرب خرجوا من ضميرهم العربي، وأصبحت غيرة كثيرا من كل أوروبا ضدهم، وحتى دخلوا في أراضيهم وقتلوهم بالملايين. والعرب انتقلوا إلى المغرب العربي. مدينة وهران مثلا قابلت كثير من العرب أندلسيين. المغرب الأقصى أيضا، بلاد طنجة، فاس، تلمسان، الجزائر العاصمة قسنطينة وتونس، هم كلهم كانوا بلاد كثير من العرب الأندلسيين انتقلوا إليهم. وإسطنبول أيضا، وقليل في الأمريك، في مكسيك، في فنزويلا، في كوبا أيضا كثير من العرب انتقلوا من ذلك الوقت، انتقلوا إلى كوبا، وفي برازيل، وفي كل أمريكا، وحتى في الشمال. وهذه العلاقة لازم الناس يعرفوا الضمير العربي، التاريخ الأندلسي. وأنا أقول للشباب من العرب وكل العرب لازم سيعرفوا التاريخ الأندلسي وما ما صار في ذلك الوقت وفي كل أوقات الأندلس. في البداية والعرب أصبحوا قوي جدا، وفي الآخرة والروم الضغط والعنصرية دخلت عليهم. كل هذا التاريخ الأندلسي مهم، ولازم سنذكره إن شاء الله. وتابعونا أيضا في رجوع عربي مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن، أنا، وفي مدينة سلوج، شمال الأندلس القديم. وسنتكلم بعد ونكمل البرنامج هذا الأسبوع. وبعد هذه الأغنية جميلة جدا هي سيدي منصور. وسيدي منصور كان شيخ في المغرب العربي عظيم رحمه الله. وكان أيضا سيدي منصور أندلسي، عربي أندلسي قوي جدا جدا جدا. كان وزير قوي جدا في الأندلس. كانوا الناس أيضا عدوه يحترموه. حنهار مدينة برشلونة قالت لا نتابع سيدي منصور، وسيدي منصور كسر مدينة برشلونة لأنها لا تريد تدخل تتابع سيدي منصور. كان قوي جدا، كان عربي قوي جدا رحمه الله سيدي منصور، لكن عمل كثير من الغلطات أيضا. وهذا دخل في التاريخ. لازم الناس يعرفوا التاريخ ويعرفوا بطولنا. ونتكلم بعد هذه الأغنية تونسية جميلة جدا، ونكمل البرنامج بعد إن شاء الله. شكرا جزيلا. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. Et on finit très très bien cette émission avec grand plaisir avec vous tous sur l'émission Retour Arabe, Retour Arabi, avec moi-même Salim Ben Abderrahman sur Booster FM 89.1. Donc n'oubliez pas, tous les lundis on se retrouve de 4h à 5h, de 16h à
17h, j'y arrive. Donc par rapport à cela. Et on va parler culture arabe, tout ce qui touche de près ou de loin aux Arabes, culturellement, bien sûr. Donc donner une bonne image de la culture arabe, initier les gens à tout ça, rapprocher les gens aussi, c'est notre devoir. Et, euh, et donc voilà, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez puissant, d'assez incroyable, et qu'on a tous une partie d'arabe en nous. Certains très cachés, vous me direz. Mais on a tous un petit côté comme ça, un petit côté oriental, disait l'autre. Mais plus sérieusement, c'est une culture assez spectaculaire, assez millénaire et qui a influencé le monde entier et qui continue encore à influencer le monde entier. Donc rentrer dans sa profondeur, euh, se rappeler, beaucoup de rappels historiques permettent de mieux avancer dans la vie et dans la relation avec l'autre. C'est un but prioritaire et dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose de très puissant et d'important. Pour tous ceux qui veulent se parfaire en arabe, n'oubliez pas le café linguistique tous les mercredis de 18h à 19h à la librairie Ombre Blanche, côté cours, donc à côté du Capitole, avec ce soleil, avec ce beau temps, autour d'un café, on fait de l'arabe classique et c'est génial. Donc même si vous ne savez pas parler l'arabe ou vous connaissez que quelques mots, vous pouvez venir pour écouter. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien, c'est beaucoup mieux qu'apprendre sur Internet ou autre. Il n'y a rien de tel que le côté vivant. Donc voir si vraiment on a bien prononcé, comment on entend la chose, c'est vraiment quelque chose de puissant. Le café linguistique, moi je vous le conseille, c'est un très très bon supplément au cours. Le retourarabe.com aussi, le site internet disponible tous les jours, quotidiennement celui-ci. Bientôt en librairie aussi, et je vous annonce aussi le 1er septembre le lancement de Retour Arabe, donc en librairie. Donc ça, venez à la librairie Ombre Blanche, ça se passe le soir, vendredi soir à 18h. Donc venez au lancement de Retour Arabe et je serai votre hôte cette soirée-là, Inch'Allah. Euh, donc voilà, suivez-nous aussi sur la page Facebook Les Arabes de Toulouse 31 et envoyez toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez participer à l'émission de radio par exemple, venir au café linguistique, toutes les choses que vous savez ou autres, des propositions, donc vous êtes tous les bienvenus. Et on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur, avec moi-même, votre frère, votre cousin Salim Ben Abderrahman à Toulouse sur Booster FM 89.1. Tous les lundis de 4h à 5h avec moi-même. Voilà, marhaban, shukran jazilan, wa assalamu alaikum, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.